Économiquement, on a besoin d'être dans le mainstream, sinon on a un revenu de niche. Je me suis rendu compte de ça cette année, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de freins qui sont pas tant techniques que vraiment humains. Est-ce que ça veut dire que le métier de développeur ou développeuse, on l'a réservé aux ingénieurs avant par erreur ? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a des déterminants sociologiques, ça on pourra en parler. Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 37. Je suis avec Elisabeth aujourd'hui. Bonjour Elisabeth. Bonjour. On est au Web Today. Ça ne s'entend pas parce que le studio est complètement insonorisé. Exactement. On fait le 37e épisode suite à l'enquête. On cherche encore à savoir ce qui rend les devs et les développeurs et les développeurs heureux et heureuses dans leur métier. Et aujourd'hui, je suis content de te recevoir, Elisabeth, pour en parler en particulier de ce que c'est que l'expérience en tant que tech dans le service public. Et ensuite, on va ouvrir avec plein d'autres sujets. On va pas tout dire. Ma première question, en question d'ouverture, c'est quoi un ou une dev en 2022, Elisabeth ? Alors, un ou une dev en 2022, selon moi, c'est une personne qui réalise des logiciels ou des applications web, mais elle ne le fait pas comme il y a 10 ans. Je pense que Internet, c'est beaucoup normalisé, c'est beaucoup homogénéisé. Et pour moi, il y a deux choses très, très intéressantes qui sont en train de se produire. D'une part, il faut qu'on aille vers plus d'accessibilité, plus d'éco-conception, qu'on revienne finalement à une certaine frugalité qu'on avait justement au début de l'histoire d'Internet. Et dans le même temps, et c'est toujours cette même dynamique de retour un peu vers les sources, je pense qu'un des grands défis pour les devs de 2022, c'est de sortir de cette homogénéité d'Internet et de revenir aussi vers des créations d'expériences plus riches. Est-ce que l'Internet d'aujourd'hui crée de l'homogénéité dans le sens de la mondialisation et du capitalisme qui homogénéise plein de choses ? Oui, c'est un vecteur. Il me semble que c'est un vecteur, ça me fait penser à... Ok, moi, j'ai pas toujours été dev. J'ai été éditrice scientifique et scolaire. Et par exemple, j'avais travaillé sur des cahiers de vacances. Et ces cahiers de vacances, moi, je suis arrivée, j'étais en stage, j'étais hyper motivée pour changer plein de choses, changer les couvertures et tout. Et finalement, toutes les propositions que j'avais faites ont été écartées parce qu'il fallait rester vraiment dans un couloir marketing très classique. Et en fait, moi, j'ai l'impression de vivre ça un peu aussi avec les sites web actuels. C'est-à-dire qu'il y a des modes, il y a des tendances. Et en fait, si on sort de ces grandes lignes, notamment en termes de web design, on se retrouve très vite refusé, en fait. Enfin, les clients refusent parce que les clients sont habitués aussi à certains standards. Et voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup, la déstandardisation du web. Est-ce que c'est un peu, est-ce que l'histoire des cahiers de vacances, c'est un peu comme le cinéma où au final on a l'impression que toutes les affiches sont tout le temps les mêmes ? Oui. Parce qu'en fait on a envie d'être économiquement on a besoin d'être dans le mainstream, sinon on a un revenu de niche et du coup on devient plus le produit mainstream, on est obligé d'être du coup dans le standard tout le temps, quoi. Exactement. Et je trouve que développeur et développeuse, c'est un métier qui reste quand même très créatif. Il y a vraiment des possibilités et finalement, le marketing prend beaucoup le marketing au sens très large, parce qu'on peut parler de marketing aussi dans le service public, alors qu'il n'y a pas du tout d'enjeu de rentabilité au sens actionnaire et compagnie. Mais ouais, clairement, je suis pour la libération de la créativité face au marketing. C'est quoi ton parcours, justement ? C'est intéressant. Est-ce que tu veux expliquer ton parcours en quelques mots ? Bien sûr. Alors, moi, il y a très très longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du rangement dans ma chambre d'enfant et j'ai retrouvé des cahiers où en fait je faisais du HTML vers 2003. Et à cette époque-là, il n'y avait presque pas de ressources sur Internet francophone, parce qu'à l'époque, je ne parlais pas anglais. J'avais même acheté un livre pour apprendre à faire du Flash et tout ça. Et finalement, je n'avais pas persisté à cette époque-là, justement par manque de ressources accessibles. J'ai complètement laissé cette affaire de côté.
J'ai fait des études de biologie et de littérature. Je suis devenue éditrice. J'ai fait des cahiers de vacances, donc. J'ai fait de l'édition scientifique aussi, plus généralement. Et puis, en 2017, j'ai connu une période de chômage. Et en même temps, en fait, je commençais déjà à me dire ça serait vraiment cool de devenir développeuse de jeux vidéo. Parce que c'est la période où j'ai un peu redécouvert aussi le jeu vidéo. C'est quelque chose que j'avais un peu abandonné et j'avais repris. Je me disais trop bien, je vais faire du C#, du Unity, ça va être trop cool. Et puis, une chose en entraînant une autre, je suis devenue développeuse Java. Et j'ai fait des crudes. T'as fait des crudes. Voilà, donc je ne suis pas devenue développeuse de jeux vidéo, en tout cas pas encore. Donc je suis dev Java, maintenant je fais du JS aussi, je fais essentiellement du full stack. Alors je sais qu'il y a une idée comme ça, comme quoi on ne peut pas être bon et en front et en back. Mais en fait, le full stack m'intéresse vraiment parce qu'il y a toute la chaîne de production et c'est ça qui me botte. C'est quoi un développeur full stack du coup? Ou une développeuse full stack? Alors une développeuse full stack, c'est une personne qui s'occupe à la fois du front-end, donc ce qui est affiché sur l'écran des internautes, et de la partie back-end, qui est plutôt le cerveau invisible, on va dire, d'un site, d'une application web. Voilà pour ce qui est du full stack. Et après, ça peut aussi toucher à des questions d'hébergement, de déploiement. Mais là, du coup, on déborde un petit peu vers le DevOps. Du coup, en fait, t'es développeuse web. Ouais. Et du coup, tu fais toute la stack web. Oui, c'est ça. Ton métier, c'est plus développeuse web que développeuse Java. Oui, cela dit, tu peux faire du web avec du Java. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es développeuse web avant d'être développeuse JS, par exemple. Oui, clairement. Oui, en fait, moi, la catégorisation en techno m'intéresse pas trop. Non pas que j'ai la prétention de connaître beaucoup de techno et d'être polyglotte, pas du tout. Mais je pense vraiment que en fait, la solution appelle la techno et pas l'inverse. Donc effectivement... Ouais, et puis même si demain, admettons, on fait plus de JS, on fait tous du Dart dans le navigateur, finalement, ta connaissance de comment les navigateurs et le Flexbox marchent, etc., reste pertinente, quoi, et essentielle. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi l'avantage, là, ça fait presque 5 ans que je fais ce boulot, je me rends compte que... en fait, ce qui est important, c'est la logique et les bonnes pratiques. Et ça, en fait, ça se retrouve d'un langage à un autre. Il n'y a pas de... Les design patterns? Les design patterns, le clean code, la cleanarchie, tout ça. C'est des paradigmes objets, quand même. Est-ce que quand tu vas dans le fonctionnel, t'es perdu? Enfin, moi, je le dis parce que moi, je le sens. Ouais. Mais en fait, ce que je trouve intéressant... Bon, alors là, je parle sous le contrôle... Des hautes autorités invisibles qui ne sont pas dans ce studio, mais ce que je trouve compliqué, c'est qu'en fait, par exemple, les design patterns, on prend toujours Java pour justement les présenter, enfin très souvent, parce que justement, c'est un langage orienté objet par design. Et je trouve que c'est pas si simple, en fait, de transposer ces choses-là, justement, dans des langages moins orientés objet, comme par exemple le JS. Ouais. Et je pense que ça en arrête pas mal. Enfin, je vois ça, moi, pour parler pas mal avec des juniors. Justement, en fait, comme les exemples sont en Java et que les juniors, maintenant, commencent quand même essentiellement par du JS, très souvent, finalement, ça dessert un peu la cause, mais c'est pas un problème. En fait, il suffit de créer les ressources et de les mettre à disposition. Il y a aussi des design patterns qu'on utilise en Java parce que sont pratiques en Java, mais ne sont pas forcément pertinents en JS. Complètement, oui, bien sûr. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Alors, cette année en particulier, mon métier, je suis toujours développeuse full stack, mais cette année en particulier, je suis coach technique. Je suis coach technique dans le programme EIG, qui se déchiffre en entrepreneur d'intérêt général, et qui est rattaché à un organisme qui s'appelle la DINUM, la direction numérique. Bon, attends, je le refais. Ouais, je note. T'inquiète, j'ai noté. Ça marche. Donc la DINUM à la direction interministérielle du numérique. Alors reprends-le à coach technique. Ok, ça marche. Au montage, je vais pas y arriver. Ouais, ça marche. Alors. C'est quoi ton métier en ce moment? Alors, je suis toujours développeuse full stack, mais en ce moment, cette année en particulier, je suis coach technique au sein du programme Entrepreneur d'intérêt général, qui dépend de la DINUM, qui se décode en direction interministérielle du numérique.
Les entrepreneurs d'intérêt général, c'est un EIG, c'est ça? Ouais, on dit le programme EIG et un ou une EIG. Oui, EIG. Ça reste des entrepreneurs, on dit pas entrepreneuse? Alors, on dit entrepreneuse et on a essayé de pousser le terme un peu cette année, mais de fait, le programme est nommé comme ça dans les textes officiels, donc on ne peut pas changer pour l'instant. C'est un vrai sujet. Même à l'état civil, typiquement, est-ce qu'à l'état civil, sur un état civil, tu genres ton métier au féminin ou pas? Oui. Ouais. Oui. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai commencé ma carrière, je m'étais développeur tout le temps. Et puis, au fur et à mesure que j'ai pris un peu le pouls des problèmes qu'il pouvait y avoir justement dans le monde de la tech, et je pense qu'on va en reparler un peu, maintenant, pour moi, c'est vraiment très important de dire développeuse. Ouais. J'ai eu la question en déclarant mon fils à la mairie, tu sais. Ouais. Et en fait, l'officier d'état civil, qui était une femme, a genré le métier de ma femme au masculin parce que c'est ingénieur. Je dis, ouais, est-ce qu'on peut genrer au féminin? Je fais, oui. Oui, en fait, souvent, c'est juste un réflexe. Et puis, si tu proposes une alternative, il n'y a pas de problème. Ouais, et puis en fait, il y a des personnes qui vont préférer le genrer au masculin parce qu'ils ont encore un biais patriarcal. Du coup, ils n'ont pas envie de se sentir réduits par le genrage au féminin, alors que c'est pas la cause, quoi. Exactement. Et puis, il y a des développeuses qui préfèrent se genrer au début au masculin, justement, pour pas mettre en avant une particularité qu'elles auraient. C'est la normalisation? C'est de la normalisation, mais je pense pas du tout que ça soit une responsabilité individuelle des personnes qui font ce choix-là. Je pense que c'est sociétal. Ouais, c'est une envie de faire partie du groupe, quoi. Exactement. C'est des sujets qu'on a déjà beaucoup abordés, hein, je suis au taquet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coach technique pour les EIG? C'est genre, est-ce que tu es un peu une directrice technique volante? Alors, je suis volante, c'est sûr. Directrice technique. CTO volante. CTO volante. Je suis plus vraiment dans une position d'accompagnement que vraiment les CTO où il y aurait plus de leadership. En fait, pour présenter un peu le programme pour que tu comprennes mieux, en gros, nous, on est une direction interministérielle, donc il y a des administrations qui viennent nous voir avec un problème. Si on pense que ce problème peut être plus ou moins résolu dans le cadre de notre programme, on dit on y va. On recrute des développeurs, développeuses, data scientists, data engineers, designers et juristes, j'oublie personne, qui viennent souvent du privé, dans une quête de sens et qui vont vers nous. On les met sur ce projet, donc ces personnes-là sont vraiment envoyées au cœur de l'administration. Et finalement, là, le challenge, donc pour 10 mois, pour une durée de 10 mois, et le challenge, c'est en fait de répondre à un problème dans un temps court, et souvent dans des équipes réduites, sans forcément qu'au sein de leur administration, ces personnes aient un accompagnement, un soutien par exemple de la part de DIC ou de choses comme ça, et c'est là que j'interviens. C'est-à-dire qu'en fait, je fais beaucoup de mentorat, où j'aide par exemple les entrepreneurs d'intérêt général, développeurs ou développeuses, parfois à avancer sur des fonctionnalités, coder un petit peu des choses à droite à gauche pour les dépanner. Je les aide sur leur choix d'architecture, sur leur stratégie de déploiement, sur l'ouverture des données qu'ils pourraient réaliser, ce genre de choses. C'est quoi le moment de ce métier que tu préfères? Je pense que c'est le mentorat vraiment, parce qu'en fait, on organise aussi des sessions un peu plus collectives, mais c'est vrai que quand on est en face à face avec une personne qui a besoin d'un coup de main et que le coup de main est vraiment utile et on voit que ça a débloqué un problème concret, ça c'est hyper agréable. C'est souvent. Est-ce que c'est beaucoup de lever des freins? Alors il y a plein de freins en fait. Il y a des freins à plein de niveaux. Ouais. Il y a des freins qui peuvent être vraiment institutionnels. Donc ça, c'est des freins qu'on peut plus ou moins lever. Forcément, ça dépend pas que de nous, c'est des grandes machines, les administrations. Il y a aussi des freins qui sont... Moi, je me suis rendu compte de ça cette année, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de freins qui sont pas tant techniques que vraiment humains. Et en fait, parfois, les gens ont juste besoin de montrer leur code, que quelqu'un regarde et qu'ils disent « Bah ouais, c'est bien ce que tu fais, ça se tient, il n'y a pas de problème. Enfin, ça tourne et c'est bien. » Et en fait, parfois, ça suffit à faire avancer les gens. Et après, bon, bien sûr, il y a des freins techniques réels. Et dans ce cas-là, moi, je peux les aider aussi à les débloquer. Comment t'es arrivé à ce métier? Est-ce que t'as dû faire un concours pour devenir fonctionnaire, quelque chose comme ça? Alors, pas du tout.
Donc moi, j'ai bossé vraiment que dans le privé jusque-là. Et un jour, c'était au début de la crise du Covid. Et j'ai vu une annonce justement pour le programme entrepreneur d'intérêt général qui disait qu'ils recrutaient pour une durée de 10 mois en CDD avec un salaire plus qu'intéressant pour voilà, justement des causes d'intérêt général. Donc c'est des administrations, ça peut être le ministère de la Transition écologique, les affaires maritimes, la gendarmerie. Enfin, il y a vraiment un panel d'administrations possibles. Et donc j'ai vu l'annonce et j'ai foncé. En fait, il n'y a pas de concours. C'est une sélection qui ressemble beaucoup à un process de recrutement classique. Donc c'est sur dossier. Le dossier est assez long à remplir parce qu'il y a des questions qui justement cherchent à évaluer les soft skills aussi des personnes, pas que le parcours technique. Et on pourra en discuter aussi, mais cette année, on a vraiment aussi repensé le parcours de candidature pour que ça soit justement plus ouvert à des profils un peu atypiques et pas forcément que des gens qui sortent d'école d'ingénieur. Et voilà, et donc j'ai candidaté, j'ai été prise. Donc l'année dernière, j'ai fait une mission aux affaires maritimes pendant 10 mois, et cette année, je suis devenue coach technique parce que je voulais rester dans le programme et y contribuer de l'intérieur. Du coup, il y a un moment où tu renouvelles sur un autre CDD, c'est ça ? C'est ça. Parce qu'il y a des CDD longs qui sont possibles quand même. Alors, donc vraiment, la durée, c'est 10 mois. Ouais. Après, souvent, il y a une prolongation qui est proposée de 6 mois. Et ensuite, ça dépend beaucoup des administrations. Il y a des administrations qui arrivent à débloquer des budgets. C'est un grand sujet dans le service public, les budgets, pour proposer des CDD plus longs, des CDD de 3 ans, par exemple. Après, dans des cas malheureusement encore assez rares, ça peut déboucher sur un CDI, mais c'est plutôt une minorité de situations. Ok. Qu'est-ce que ça a de particulier d'être développeur dans le service public ? Alors, ce qui est particulier et ce que je trouve déjà très intéressant, c'est qu'en fait, on sort de la logique de la recherche de la rentabilité. En tout cas, de la rentabilité financière. Malgré tout, on est efficace et on cherche à faire des choses qui marchent, mais on sort complètement de la logique commerciale qui peut impacter les développements. Donc, clairement, on est là pour offrir un service à des gens qui ne pourraient pas s'offrir ce service si c'était pas public. Ouais. Donc ça, c'est vraiment différenciant. Et après, je pense qu'avec le pouvoir vient la responsabilité. Et donc, il faut qu'on soit accessible le plus possible. Je dis pas du tout que c'est parfait, encore dans le service public, mais on y travaille. Donc, on a des standards d'accessibilité, des standards d'éco-conception qu'on essaye de monter un peu plus chaque fois. Voilà, c'est ça. Et oui, et après, une autre chose aussi que je trouve intéressante, c'est la question en fait de la place de la technologie dans les services qu'on propose aux usagers. Parce qu'en fait, voilà, il y a des services qui se numérisent de plus en plus, mais il faut aussi penser à toutes les personnes qui n'utilisent pas Internet, qui ne sont pas en capacité de se connecter pour faire leurs demandes en ligne. Et justement, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Et je pense que c'est ça aussi, être développeur et développeuse dans le public, c'est réfléchir aussi à mais qu'est-ce que je fais en fait si la personne a une mauvaise connexion ou n'a pas la possibilité d'utiliser mon service. Il y a un sujet sur l'accessibilité aussi du coup des produits logiciels ? Oui, clairement. Parce que comment c'est connecté du coup avec l'éco-conception par exemple ? Après, en fait, quand tu fais de l'accessibilité, souvent tu en viens à faire de l'éco-conception. Les deux choses se nourrissent parce que l'accessibilité fait que tu simplifies tes interfaces. Et la simplification des interfaces fait que du coup, tu as tendance à utiliser moins de librairies, de faire moins d'appels vers les serveurs, ce qui allège forcément ta conception en termes écologiques, enfin d'éco-impact en tout cas. Donc voilà
ça se nourrit comme ça. Mais après, c'est des sujets qui sont compliqués et qui sont encore peu maîtrisés. Je dirais surtout par les devs, parce que les designers se sont quand même beaucoup emparés de ce sujet-là et c'est super, c'est très très bien. Mais ouais, c'est ça. Mais après, nous, on a aussi on est aussi accompagné dans le sens où il y a un dispositif qui s'appelle le système de design de l'État. Et justement, Est-ce que c'est un design système ouais. Pour l'État? Exactement, c'est un design système pour l'État et ça permet en fait d'avoir des briques toutes prêtes dont tu sais que l'accessibilité a été éprouvée. Et maintenant, il y a la plupart des sites justement qui sont créés dans le cadre de notre programme utilisent ce système et ça facilite beaucoup le travail. Et du coup, alors, le design system, l'accessibilité, si on l'a fait au niveau du design system, c'est plus simple. Ah oui, clairement. Clairement, parce qu'en fait, tu te poses plus la question les designers se posent plus la question des contrastes de couleurs, des typos, des tailles de typos, etc. Ça soulage énormément. Pareil en termes de développement front, ça te permet d'être beaucoup plus serein sur ce que tu es en train de faire. De l'extérieur, on imagine que les systèmes informatiques du service public, c'est un labyrinthe complexe. Est-ce qu'il y a cette réalité-là quand on est dedans? Oui, complètement. Alors, ça dépend bien sûr des administrations. Il y en a qui sont plus ou moins spaghetti, d'autres moins, bien sûr. Mais oui, clairement, c'est un des enjeux, en fait, quand tu intègres le service public, c'est que tu intègres des écosystèmes, en fait, avec de l'existant, avec du legacy. Parfois, il y a des trucs qui tournent depuis l'an 2000. Donc il faut réussir à lire la doc. Et du COBOL et de l'AS400? Alors j'en ai pas croisé, mais j'en ai entendu parler. Fort heureusement, dans mon cas c'était du vieux Java, donc ça allait, puisque je suis dev Java à l'origine. Mais oui, clairement c'est un vrai sujet, l'existant, le poids de l'existant. On dit pas legacy? On essaye de parler français le plus possible dans l'administration, mais oui, on peut dire legacy. Alors, si on veut pas dire legacy, parce que existant, c'est l'héritage, on pourrait dire. L'héritage ou est-ce qu'on peut parler de dette technique ou pas? Oui, alors. Ou de l'historique, effectivement. Ouais, peut-être de la dette historique. Après, c'est aussi un positionnement qu'on essaye d'avoir au sein de notre programme. C'est de ne pas arriver avec des grosses bottes de cow-boy et de dire nous, on sait, on va faire du Python, ça va être super. Et vous avez une grosse dette technique. Voilà. On essaye quand même d'être humble aussi dans notre positionnement. C'est des systèmes qui sont complexes et parfois ils sont emmêlés, mais en attendant, ça fait 20 ans qu'ils tournent. Ils font le café, quoi. Et ils font le café. Non, je suis d'accord. Et puis c'est plus simple. Enfin, c'est clairement plus simple de faire changer quelque chose quand on l'a pas maltraité avant, quoi. Exactement. On partage cette sensation-là. Qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'IT? Est-ce que déjà entre 2006, je sais plus en 2003, on faisait du HTML. Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis? Alors, je vais même pas parler de la partie vraiment technologique, parce qu'en 2003, ma connaissance du HTML, c'était à peu près tout ce que j'avais. En revanche, je pense que ce qui a vraiment changé et ce qui est génial et impactant, c'est l'accès aux ressources pour apprendre. Moi, je vois, même il y a 10 ans, il n'y avait pas toutes ces ressources-là. Et maintenant, il y a énormément de choses qui sont en libre accès, gratuit sur Internet. Et ça, pour moi, c'est une révolution pédagogique, une révolution culturelle et sociale, parce qu'en fait, ça permet à des personnes, justement, qui n'étaient pas destinées à faire des écoles d'ingénieurs, à devenir développeurs ou développeuses. Est-ce que ça veut dire que le métier de développeur ou développeuse... on l'a réservé aux ingénieurs avant par erreur, ou c'est parce qu'il y avait un manque de formation avant? Comment on l'explique? Alors, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a des déterminants sociologiques, ça on pourra en parler, mais même si on laisse ça de côté et qu'on parle vraiment juste de la complexité technique, je pense que l'arrivée des frameworks, vraiment des frameworks, je pense à React, ou même côté Java à Spring par exemple, je pense que ça a permis quand même une simplification le coût d'entrée, disons, me paraît moindre
qu'il y a une quinzaine d'années. Et donc, la formation technique pour pouvoir justement intégrer ce milieu est peut-être il est moins nécessaire de la pousser dans un premier temps. Ouais. Alors, après, on ne saura jamais si le métier était très technique parce qu'il n'y avait que des ingénieurs et des ingénieurs, ou si c'est parce qu'il était technique qu'il n'y avait que des ingénieurs qui le faisaient, quoi. Exactement, c'est vrai que ça reste une question. Parce que au final, maintenant, la fiche de poste du dev ou de la dev, il a complètement changé en 10-20 ans. Il y a beaucoup plus de choses. Les équipes sont plus diversifiées qu'avant. Alors, c'est dur de comparer parce qu'il y a 15 ans, j'y étais pas. Ouais. Mais je sais pas, c'est une vraie question. Et en même temps, il y a de plus en plus de full stack, par exemple. Donc finalement, est-ce que les équipes se réduisent pas aussi ? Quand je parlais de diversité, vraiment, je pensais à diversité technique et des fiches de poste. Ouais. Vraiment. Ouais, mais compétences. Je dois dire que je sais pas très bien comment répondre à ta question parce que vu que j'y étais pas il y a 15 ans, je sais pas comment c'était marketé avant, tu vois, les fiches de poste et tout. Et je sais pas non plus. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'IT aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va changer d'après toi dans les années à venir ? Alors moi, ce que je voudrais beaucoup changer, c'est la façon dont l'IT inclut les personnes des groupes sous-représentés dans la tech. Mmh. Donc je vais pas faire un inventaire à la Prévert, mais je vais quand même dire les femmes, les queers, les non-binaires, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont un certain âge aussi. Bref, ça peut continuer très longtemps comme ça. En gros, toutes les personnes qui ne sont pas des gars ingénieurs de 30 ans. De 30 ans, hein, d'habitude on dit 40. Oh. Ah, chez nous on dit 30 plutôt. Ça baisse peut-être d'année en année. Ah, mais du coup je suis rentré dans le groupe oppressif. Ah, c'est dur. Ah, c'est par là que ça commence. Ça commence par là. Je croyais qu'il me restait encore quelques années avant d'y être. Dur. Est-ce que c'est pour ça que tu as lancé l'association Electronic Tales, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, l'idée d'Electronic Tales, j'ai enseigné un peu en bootcamp. Donc, je connais un peu le milieu. Et on s'est rendu compte que il y avait de plus en plus de profils diversifiés qui intégraient la tech, justement grâce à ces formations courtes, qui se retrouvaient en entreprise. Et finalement, au bout de quelques mois ou de quelques années, il y a quand même un choc culturel qui se passe par rapport à leurs collègues issus de parcours plus classiques comme d'écoles d'ingénieurs. Et en fait, ce choc, il est dû à ce qu'on a appelé la computer culture. Donc là, vraiment, en fait, tout un tas d'implicites qui en fait relèvent du culturel. Le fait de coder depuis que tu as 12 ans, le fait de démonter des ordis tous les week-ends, de jouer aux jeux vidéo. Enfin bref, il y a tout un tas de codes en fait qui sont pas forcément maîtrisés par les gens qui sont issus d'un parcours de reconversion. Ouais. Et qui font qu'au bout d'un moment, il peut y avoir un décalage et un syndrome de l'imposteur qui explose. Est-ce qu'il faut distinguer ce qui relève de la culture générale informatique de ce qui relève de la culture tout court ? Parce qu'il y a tu me dis si c'est juste pour toi, mais il y a une différence entre aimer Star Wars parce qu'on est dans le bon groupe, tu vois, et savoir démonter un ordinateur, tu vois. Oui, clairement. Après, la culture... Alors, c'est intéressant que tu classes Star Wars dans la culture. Je suis d'accord avec toi. La pop culture, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que ça fait partie d'une culture geek, entre guillemets. J'aime pas tellement ce terme, mais pour catégoriser, ça aide. Mais en fait, quand tu regardes les déterminants sociologiques, tu te rends compte que finalement aimer Star Wars, il y a des facteurs qui font en tout cas que tu as été plus exposé peut-être à la culture Star Wars. Et de fait, les gens qui sont dans des parcours de reconversion, en fait, c'est des gens qui ont été moins exposés à ce pan-là de la pop culture. Donc ça fait partie en fait de choses qui peuvent constituer des mécanismes
de ressenti. Les gens ressentent une non-appartenance, en fait, à la tech. Et est-ce que du coup, ça va induire un biais où ceux qui sont en poste, ils vont avoir l'impression que ceux qui sont pas fans de Star Wars sont moins compétents ? Oui. Alors, c'est jamais blanc ou noir comme ça, hein, mais oui. Enfin, clairement, c'est. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un biais d'endogamie. Je suis pas sûre. Mais en gros, c'est le fait de préférer engager des personnes qui ont la même base culturelle que toi. Et ça, dans la tech, c'est très fort pour l'instant. Ouais. Je me rappelle même qu'il y a... Alors, il y a un sujet, il y a deux choses différentes, genre... préférer recruter les gens qui ont la même culture que toi parce que le groupe, parce qu'ils vont mieux s'intégrer et qu'ils vont mieux s'entendre, c'est un sujet. Penser qu'ils sont plus compétents parce qu'ils sont fans de Star Wars, c'est un autre biais, tu vois. Oui, alors ça s'appelle un biais de Halo. De Halo ? Oui, comme le jeu. En fait, c'est effectivement le biais de Halo, c'est justement le fait que tu as en face de toi quelqu'un qui, par exemple, qui est fan de Star Wars, enfin qui maîtrise plein de codes comme ça culturels, et tu vas penser que cette personne est bonne en programmation, alors qu'en fait rien ne te prouve que c'est le cas. J'ai toujours été perdu sur les codes parce que en fait, tu vois, typiquement, une fois on me dit un développeur en costume, il vaut mieux un développeur barbu, tu vois. Genre, un développeur imberbe, il va être moins considéré, tu vois. Puis à un autre moment, on me dit, moi je suis en short, je suis barbu, et à un moment on me dit, faut que tu mettes un costume pour aller chez le client. Ouais. Et on est obligé de se travestir tout le temps. Ah bah ça, je crois que ça dépasse le monde de la tech, hein. C'est le monde du travail. C'est le monde du travail. C'est la société. On vit dans une saucisse. Oui. Alors du coup, le sujet, c'est... Ok, donc du coup... Parce qu'en fait, ma question, je te lance sur le sujet de la technique parce que, en fait, autant tu vois, genre, t'aimes pas Star Wars, on devrait te recruter quand même, tu vois. Ouais. Et autant la culture générale informatique, tu vois, savoir qu'il y a un processeur dans un ordinateur, etc., c'est pas utile pour coder. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose que tu peux apprendre après, tu vois. Oui. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu as envie de... Admettons, donc toi, tu as fait une reconversion. T'avais la culture pop ou pas ? Une partie, oui. Qu'est-ce que tu as quand même envie d'acquérir après, tu vois, maintenant que tu es en reconversion, qu'est-ce que tu as quand même envie d'acquérir après ? Ouais. Si la culture pop, c'est pas utile, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles, tu vois, à apprendre quand même ou pas ? Ah oui, vraiment. Il y a toute la question, par exemple, de l'architecture des ordinateurs. T'évoquais justement le processeur, tout ça. Enfin, pour moi, ça fait partie, en fait, vraiment des choses qui manquent dans les formations type bootcamp. Et c'est normal, on ne peut pas tout apprendre en 5 mois. Mais oui, clairement, il y a l'architecture des ordinateurs, il y a toute la partie système et réseau. Qui est pas du tout couverte. Après, il y a effectivement de la culture informatique un peu plus large, mais par exemple, la notion d'architecture client-serveur, enfin des choses qui sont assez basiques et qui sont, ça pour le coup, un peu abordées en bootcamp. Ça reste des sujets qu'il faut travailler. Et le problème, c'est qu'en fait, une fois que tu es en entreprise, souvent, tu n'as plus l'énergie, que ça soit physique et mentale, et le temps dispo pour justement monter en compétence sur ces sujets, qui sont des sujets où pour le coup il y a beaucoup moins de ressources disponibles sur Internet. Il y a des livres, mais il faut être capable de les lire, et moi je peux te dire que j'en suis à peu près incapable. En tout cas, ça me prend beaucoup de temps. Il y a des, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est un compilateur, tu vois? Alors qu'est-ce que c'est un compilateur ? Même, tu vois, en fait, je suis allé dans une école d'info en reconversion un peu classique, et le prof avait l'air d'être un vieux prof d'info, et il était en train de leur expliquer alors ça, c'est un terminal, et donc là, il y a l'unité centrale, l'écran et les périphériques. Ouais. Et moi, en tant que jeune rookie, je me suis dit, vas-y, c'est chiant, faut faire du PHP, c'est plus drôle, tu vois. Ouais. Et il leur expliquait le client, le terminal, le client, le serveur, etc. J'ai l'impression que c'était pas assez dans le dur pour le moment. Puis en fait, maintenant, je me rends compte que ça, nous, on l'a appris en cours de techno. Maintenant, il y a le B2I. Les jeunes, ils ont ça en B2I. Ouais. Et en même temps, il y a toute une frange de la population qui a un smartphone directement dans les mains, qui va pas réfléchir à unité centrale, périphérique, client, serveur, se rend pas compte que Facebook, c'est loin. Et je sais pas, du coup, c'est quoi l'état de l'art
quelle est, quand on sort de reconversion, c'est ça, vu quand on fait une reconversion, on peut venir de n'importe quelle frange de la population. Je me rends pas compte du coup de peut-être le niveau de privilège que j'avais d'avoir eu ces cours-là en techno ou de les avoir retenus, tu vois. Je sais pas. Je me suis perdu dans ma question. Tu m'as suivi ? À peu près. Oui, mais en fait, c'est... En fait, peu de gens savent comment un ordinateur est fait. Et peu de gens ont l'occasion de l'apprendre. Donc oui, clairement, c'est justement les personnes qui sortent de reconversion. Finalement, elles n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ça. Et moi, je me souviens, quand j'enseignais à la Wild Code School, d'un élève qui m'avait dit mais en fait, moi, je suis pas un vrai. Genre, comment ça, t'es pas un vrai ? Enfin, il faisait partie des meilleurs élèves. Ouais. Il programmait très bien. En plus, il était extrêmement doué pour le front, etc. Enfin, vraiment, c'était un super profil. Mais il se sentait pas légitime. Parce qu'en fait, il savait pas comment un ordi était fait, il n'avait pas démonté des ordis, et donc il se sentait pas en position de légitimité. Ouais. Et à l'inverse, j'ai déjà entendu des employeurs, avant, à l'époque, ça me choquait même pas, qui me disent, moi je veux recruter que des vrais passionnés qui sont geeks dans l'âme, qui savent comment ça fait un ordinateur, qui font ça depuis qu'ils sont tout petits, parce qu'ils aiment vraiment faire ça, ils sont pas arrivés là par hasard. Ce discours-là, je l'ai déjà entendu il y a 3-4 ans, et ça me choquait pas à l'époque. Aujourd'hui, je trouve ça hyper violent. Oui, heureusement, les choses évoluent. Mais oui, bien sûr. Même moi, quand j'ai commencé en 2017, on n'était pas encore dans ce paradigme-là d'ouverture, en fait. Et oui, la compétence. En fait, ce qui est très difficile, tu sais, c'est que toute cette compétence, elle repose sur des implicites, des choses qui ne sont pas formulées clairement. Et du coup, qui dit implicite dit en fait liste vague et infinie de compétences. Et souvent, les gens ne savent même pas par où commencer pour les acquérir. Ouais. Et c'est alors, du coup, à cette liste vague de compétences, est-ce que du coup, tu as des recommandations pour les gens qui sont dans ce moment-là, tu vois ? Par où commencer, où est-ce qu'on va ? Ouais. Alors, déjà, je pense que c'est pas si mal. En fait, déjà, il faut pas culpabiliser, il faut pas se dire je suis trop nul, je sais faire du JS, mais je sais pas faire, je sais pas moi, de l'algo un peu poussé, ou j'ai aucune idée de l'archi des ordinateurs. C'est normal. Maintenant, les portes d'entrée se font plus au même niveau qu'avant, au même endroit qu'avant. Et ensuite, en fait, je pense qu'il faut s'auto-former. Parce qu'il y a pas énormément d'options pour continuer à se former dans un cadre institutionnel. Et souvent, quand tu travailles à temps plein, de toute façon, c'est très compliqué. Mais ouais, après, il y a des sites. Je pense à un site qui s'appelle, par exemple, Teach Yourself Computer Science, qui recommande, en fait, tout un tas de bouquins et de cours en ligne qui sont très bien faits. Après, je sais plus le nom du projet. Il y a un truc qui s'appelle... Alors, je sais plus, je crois que c'est Open Computer Science University, quelque chose comme ça. C'est un repo GitHub qui liste plein de ressources aussi. Donc ouais, il y a quand même des gens qui ont commencé à faire des cursus un peu structurés en termes de conseils de ressources. Ok. Est-ce que l'histoire dans l'informatique, c'est important aussi ? Oui. Tu vois, genre, en art plastique, dans les cours, moi j'ai bien aimé que l'histoire de l'art, tu vois. Je sais pas si j'aime particulièrement l'histoire, mais est-ce que du coup c'est important aussi dans la vie pro quand on démarre ? Alors quand on démarre, je pense que c'est pas vital. Ouais. Mais ça permet de comprendre des choses. Et là, je pense même à l'histoire de l'informatique relativement récente. Je me souviens d'un collègue, lui, ça fait 15 ans qu'il est dans le milieu, et puis il me disait que en fait, les nouveaux frameworks qui sortaient, finalement, parfois reprenaient des concepts qui existaient déjà il y a 15 ans, ils les recyclent un peu. Et... Ah bah oui, tout a été inventé en Smalltalk. Voilà. En gros, c'était à peu près le propos. Donc ouais, je pense que c'est très intéressant l'histoire de l'informatique pour mettre en perspective aussi toutes les choses un peu hype qui sortent. Voilà, enfin, on n'est pas on n'est pas des devs complètement amnésiques quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'informatique, et on peut porter un regard un peu critique sur les choses. Est-ce que tu crois que ça permet aussi d'apprendre plus vite ensuite
Parce que en fait, du coup, tu peux apprendre par analogie. Tu te dis, justement, tu vois, par exemple, le MVC, qui n'est pas un pattern de design, c'est un patron d'architecture, mais il était déjà dans le Smalltalk. Et en fait, de comprendre pourquoi Smalltalk a adopté ce pattern-là, tu crois que ça te permet de mieux l'apprendre mieux le transposer de Java à un autre framework, par exemple. Oui, clairement. Clairement, en fait, je trouve que ça fait partie aussi des choses qui manquent un peu pour l'instant dans les ressources qui sont dispo sur Internet. C'est justement cette mise en perspective qui fait qu'en fait, il y avait un besoin à un moment et on a créé un patron d'architecture pour y répondre. Ouais. Et en fait, comprendre le besoin, ça te permet aussi, toi, de décider si toi, tu dois utiliser ce truc-là ou pas. Ouais. Après, voilà, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis. Je le rephrase, tu me dis si je l'ai bien paraphrasé ou pas. Et au final, il faut pas avoir d'angoisse à ce sujet-là, parce que les gens qui l'ont, eux, en fait, ils l'ont pas appris dans une formation sur 3-5 ans, ils l'ont appris en 10 ans. Exactement. Et donc, en fait, c'est normal quand on démarre dans le métier de mettre 3, 5, 10 ans à rattraper le truc. Complètement, ouais. Et puis, c'est pas à rattraper, parce que finalement, c'est pas forcément les choses essentielles. Et donc, effectivement, en vrai, c'est un éléphant à manger. On mange à la petite cuillère par petite cuillère, quoi. Comme des Frosties. Comme des Frosties. Si tu veux manger tous les céréales d'un coup. Ok, c'est cool. Quel est l'ingrédient de Elisabeth Feinstein pour être heureux dans l'IT? Alors, plutôt qu'un ingrédient, je peux proposer une recette. Allez, on part sur une recette. Ok, donc ça serait une recette de borsch, qui est une soupe russe, qui est mon pays d'origine. Donc c'est une soupe à la betterave et au chou, avis aux amateurs. Donc moi je pense que pour être heureux et heureuse dans le métier de dev, il faut pouvoir se former tout au long de sa carrière. Il faut vraiment que son travail laisse de la place à l'apprentissage, et un apprentissage qui est pas forcément dirigé. Ça peut aussi être vraiment de la sérendipité. Je sais pas, on s'intéresse au concept de cache. On va vers l'éco-conception. On arrive sur l'accessibilité. Enfin, vraiment se laisser aussi un peu cette liberté d'errer de sujet en sujet pour acquérir des notions. Ça me paraît hyper important. Après, pour le bonheur, je pense que c'est essentiel de travailler dans des domaines métiers qui nous plaisent, qui nous parlent. Et dont le sens est clair pour nous et il est en accord avec notre éthique et notre déontologie professionnelle. Est-ce que c'est un troisième point? C'est parce que c'est au-delà. Ok, il y a un domaine métier avec lequel tu as un affect, ça t'aide à apprendre, je comprends. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y ait du sens au-delà, parce que c'est au-delà du domaine métier, quoi. Parce qu'il y a des gens qui aiment l'assurance, mais il y a des façons terribles de faire de l'assurance et des bonnes façons de faire de l'assurance. Tout à fait. Je l'ai bien compris, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est le sens, l'impact, l'éthique? Tout ça. Tout ça. Ok, alors, admettons, on met une soupe. C'est une soupe. Ouais. C'est quoi le premier ingrédient dans le borsch? On met d'abord le chou ou la betterave? On met d'abord les patates. D'abord les patates. Alors, les patates, c'est quoi? C'est la formation, le domaine métier ou le sens l'éthique? Pour moi, les patates, c'est la formation. Le fait de se former, ouais. Ouais, parce que la formation, en fait, c'est ce qui va te permettre aussi d'aimer programmer, en fait, au fil des années, et de toujours continuer à aimer ça parce que tu te renouvelles dans tes pratiques. Ok. Ensuite, après les patates, on met quoi? Alors, faut que je sais. Après, on met du chou. Le chou? Ouais. Ok. Et le chou, du coup, c'est le domaine métier? Ou c'est le sens? Ouais, pour moi, c'est le domaine métier. Parce que programmer, mais en fait, en lien avec quels utilisateurs et utilisatrices et avec quelles connaissances métiers. Donc c'est le chou de cette histoire, en effet. Et alors, la betterave, on la met à la fin, elle rajoute du sucre? Exactement. Tu mets de la betterave et de la sauce tomate en même temps. Et ça, pour moi, c'est très sucré. Et c'est ce qui va donner du sens à cette soupe. Ouais. Et sa belle couleur. Et ça, pour moi, effectivement, c'est vraiment pourquoi tu fais ça. Est-ce qu'il y a un assaisonnement? Est-ce qu'il y a une pincée de sel? Est-ce qu'il y a une épice? Oui, tu mets du sel. Alors nous, on n'est pas très épices en Russie, mais effectivement, tu mets du sel. C'est quoi la pincée de sel, du coup, dans la vie pro pour être heureux ou heureuse? C'est les collègues. Les collègues? Je pense, ça, c'est vrai que plus j'avance dans mon métier et plus je me rends compte qu'en fait, l'équipe, c'est vraiment...
C'est essentiel. Une bonne équipe, si t'as pas tous les autres ingrédients, ça suffira pas pour que tu restes. Ouais. En revanche, si t'as tous ces ingrédients et que t'as une bonne équipe, là, t'es parti pour des années. Ça marche pour la recette, hein, parce que tu peux mettre des bons ingrédients et puis tu rates, t'oublies le sel et elle est pas bonne. Hein. Exactement. Super cool. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ou est-ce qu'il y a un dernier message, une dernière tribune que tu veux donner à l'audience? Non, je pense qu'on a fait le tour. Si éventuellement tu peux donner juste l'adresse de Electronic Tales. Vas-y. electronictales.io. .io. Je le mettrai dans les notes du podcast. Ce sera donc sur le blog de We Love Devs. Super. Merci beaucoup. C'était cool. C'était